Événement charnière entre la Grande Croisade et l'hérésie d'Horus, le triomphe d'Ulanor fut le glorieux événement qui vit l'aboutissement de la croisade d'Ulanor contre le plus puissant empire orc rencontré par l'Imperium. Immense victoire impériale, tous les historiens s'accordent à dire qu'il fut l'apogée de la Grande Croisade, mais aussi le dernier instant glorieux de l'Imperium avant sa chute dans l'effroyable guerre civile qui le dévasta 2 ans après seulement. Le triomphe d'Ulanor marqua les esprits pour 3 raisons. Premièrement, il fut le dernier engagement de l'empereur dans les campagnes militaires de la Grande Croisade et son départ vers Terra. Deuxièmement, il vit le rassemblement de pas moins de 9 primarques pour célébrer la victoire. Enfin, il fut le théâtre de l'avènement d'Horus, primarque des Luna Wolves au rang de maître de guerre, commandant suprême de l'ensemble des forces militaires de l'Imperium. Rajoutons que ce fut à Ulanor que fut décidée l'organisation d'un concile sur le projet Librarius, un concile essentiel dans l'historiographie impériale qui déclenchera lui aussi un ensemble d'événements qui viendront nourrir le feu de l'hérésie. Dans les dernières années du 30e millénaire, les forces de l'Imperium entreprirent la croisade d'Ulanor, une vaste campagne contre l'empire orc de ce secteur de la galaxie. Cette croisade devait marquer le point culminant de la Grande Croisade pour réunir les mondes dispersés de l'humanité. Les orcs d'Ulanor représentaient la plus grande concentration de peau verte jamais vaincue par les forces militaires de l'Imperium. Avant la guerre de la Bête 1000 ans plus tard, et la troisième guerre d'Armageddon commençait à la fin du 41e millénaire. L'empereur en personne commanda les armées de l'Imperium, secondé par Horus. Les détails des opérations militaires ne sont pas connus, mais nous savons que les forces impériales concentraient l'ensemble des Luna Wolves qui furent mobilisés pour mener le fer de lance secondé par les Ultramarines qui combattirent aux côtés des White Scars. Le secteur d'Ulanor était le domaine du seigneur de guerre orc Urlak-Urg, dont l'empire reposait sur des dizaines de planètes humaines conquises et réduites en esclavage. Connaissant bien le goût des orques pour la guerre, Horus choisit de leurrer les peaux vertes et les détourner de son objectif véritable. Il demanda à d'autres légions Space Marines, les Ultramarines et les White Scars, de reconquérir les mondes extérieurs avec le soutien de régiments de la garde impériale récemment levés, et, lorsque l'armada orc se mit en mouvement pour faire face à l'assaut, la flotte des Luna Wolves plongea au cœur de leur empire. Des modules d'atterrissage se posèrent tout autour du palais forteresse d'Urlak, tandis que des navettes de transport déposaient des Land Raiders des Predators ainsi que des escouades de Space Marines dans leurs Rhino. L'empereur commandait à la soldatesque ordinaire et aux phalanges de titans sur les plaines d'Ulanor Majoris. Alors que des centaines d'orques se précipitaient pour se joindre au combat sur les remparts, Horus et la totalité des Terminators de la première compagnie se téléportèrent directement dans la grande tour centrale. Les Luna Wolves abattirent les gardes, mais des bandes d'orques affectés aux remparts firent demi-tour pour revenir protéger Urlak. Horus laissa la majeure partie de ses Terminators pour retenir les orques et poursuivit avec seulement 10 Space Marines. Au sommet de la tour, il trouva enfin Urlak, entouré de 40 des plus gros orques de son empire. Le maître de guerre chargea directement au milieu des nobs, les mettant en pièces de ses griffes éclairs. Les Terminators qui l'accompagnaient ne tirèrent pas dans la mêlée de peur de blesser leur primarque bien-aimé et se jetèrent eux aussi à l'assaut. Ils se frayèrent un chemin à travers les peaux vertes jusqu'à ce qu'Horus se trouve enfin face à Urlak. Celui-ci était énorme, mais incapable de rivaliser avec les talents du primarque. Horus blessa à mort son ennemi, puis le souleva au-dessus de sa tête pour le lancer du haut de la tour. L'orque tomba, en hurlant, parmi sa horde qui continuait à prendre d'assaut les niveaux inférieurs. La mort de leur puissant seigneur sema la panique parmi les nobs, qui commencèrent à céder devant les Terminators. Mais les fuyards se rendirent rapidement compte qu'ils n'avaient pas d'endroit où battre en retraite,
car les remparts avaient été pris par les forces assaillantes des Luna Wolves, et la journée se termina par leur massacre. Dans la grande salle en haut de la tour, Horus se retourna pour constater que tous les orques et ses terminators avaient succombé, à l'exception du capitaine de la première compagnie, Abaddon, qui était entouré d'un grand nombre de corps mutilés. La nouvelle de la mort d'Ourlak se répandit et son empire implosa. Les forces impériales purent facilement venir à bout des dernières poches de résistance pour pacifier la zone. Après la défaite des orques du Lanor, un immense triomphe fut organisé par l'Imperium pour célébrer la grande victoire de l'humanité sur les peaux vertes. Ulanor fut alors un monde transformé et les archives décrivant les préparatifs du triomphe ne peuvent que nous laisser à la fois admiratifs de la grandeur de l'Imperium d'antan et de son actuel état décrépit. Aux mains des peaux vertes, la planète s'était trouvée réduite à un désordre de repères puants, de campements étouffés sous leurs immondices. Mais la guerre des Astartes avait purifié sa surface avec une fureur scarificatrice, ayant tout balayé devant elle, mais qui, malgré sa férocité, ne pouvait soutenir la comparaison avec l'activité industrieuse du Mechanicum. 4 flottes ouvrières de géoformateurs s'étaient mises à l'ouvrage sur les terres arrières, ayant servi de domaine aux seigneurs de guerre de ces armées, afin d'aplanir le plus grand continent et d'en faire une estrade qui fût digne du maître de l'humanité. Des millions de serviteurs, d'automates et d'hommes, des bataillons pénaux furent mis au travail. Les montagnes furent réduites en gravats, qui fut utilisé pour combler les vallées sans lumière et mettre à niveau les désolations ondulantes là où les orques avaient allumé des feux et érigé des forteresses hideuses de boue et d'argile. Les sections de géoformation du Mechanicum firent dégager par leurs engins de terrassement planétaire et leurs fonderies mobiles un grand pan de paysages brisés laissés dans le sillage de la bataille. Les morts des orques furent ensevelis par millions avec leurs ruines sauvages, sous la roche déplacée et les cimes concassées des montagnes abattues. Le Mechanicum éradiqua jusqu'à la dernière trace de l'ennemi et pava sa sépulture d'un boulevard géant, un vaste champ de parade aussi large que l'empreinte au sol de certaines villes. Ce qui aurait dû prendre des siècles n'avait pris que des mois. Un gigantesque cirque de granit poli avait pris forme, une masse continentale qui paraissait couverte d'une couche de mosaïque en terrazzo brillante comme le miroir. Des cratères vitrifiés avaient été fondus dans le paysage et remplis de prométhéum dont les flammes faisaient virer les cieux à l'orange et y projetaient de grandes colonnes de fumée. Une route de la rectitude d'un laser, large d'un demi-kilomètre et longue de 500, passait au cœur des cratères, ses extrémités marquées par des poteaux cornés en guise de trophée les crânes dénudés et blanchis des brutes xénos. Des centaines de vaisseaux énormes étaient accrochés en orbite basse, leurs réacteurs luttant contre l'attraction alors que l'atmosphère crépitait d'éclairs en chaîne, nés des champs électromagnétiques que chaque vaisseau générait. Des nuées d'appareils d'attaque, de chasseurs et de bombardiers volaient en formation dans le ciel. Les croiseurs vermilions des Blood Angels disputaient leur position à ceux fabuleusement ornementés des Emperor Childrens. Phalanx, la puissante forteresse dorée des Imperial Fist, était présent et dominait le ciel alors que les vaisseaux amiraux du Khan, d'Angron, de Lorgar et de Mortarion étaient suspendus au-dessus du sol en miroir, à côté de ceux de leurs frères primarques. Néanmoins, prédominant parmi eux tous, un vaisseau de guerre était ancré au-dessus du seul élément du continent à n'avoir pas été aplani par les fuseurs industriels du Mechanicum, le Vengeful Spirit, vaisseau de commandement d'Horus Lupercal, uniquement dépassé par le Phalanx pour sa puissance de destruction. 14 légions avaient répondu à l'invitation de l'empereur, une centaine de milliers des plus grands combattants de toute l'histoire humaine et 9 des primarques se trouvaient présents, le reste trop éparpillé par les exigences de la croisade pour rejoindre Ulanor à temps. Il s'agissait d'Horus, de Fulgrim, de Rogaldorn, de Lorgar Aurelian, de Jagatai Khan, d'Angron, de Magnus le Rouge, de Mortarion et de Sanguinius. 8 millions de soldats de l'armée impériale étaient venus, et une pléthore étourdissante de bannières, de drapeaux honorifiques, d'étendards et d'icônes étaient fichés en terre au centre de chaque campement, se dressant également auprès de milliers de véhicules blindés et de centaines de titans des Legio Titanicus. Seul le plus grand être de la galaxie pouvait inspirer une telle dévotion, et ce rassemblement fut pareil à nul autre. La montagne qui avait autrefois servi de repère au seigneur de guerre peau verte avait été rasée, et le revêtement d'acier de son pied aplati servit de tribune à l'empereur et à ses fils révérés.
Un pavillon ornemental de marbre noir et de granit, bâti pièce par pièce sur Terra et transporté à travers le vide par convoi spécial, avait vu le jour. Les 9 primarques prirent place aux côtés de leur père. 2 titans warlords se tenaient en sentinelle à l'approche du pied de la montagne sabrée, revêtus d'or et arborant le motif impérial de l'éclair, ces machines étant venues de Terra protéger le maître de l'humanité lui-même. Ces prétoriens, les plus puissants, ces gardes titanesques, offraient à la vue le parfait mélange de technologie et d'esprit guerrier. Au-delà des titans, les custodiens protégeaient chaque voie d'entrée vers le centre du continent, tenant les checkpoints par 6 d'entre eux, avec un trio de Landrainers grondant derrière eux et de 2 dreadnoughts pour encore accroître leur force. Les primarques occupaient la tribune colossale érigée dans ce but spécifique. Ils se dressaient plus haut même que les titans Imperator et les Warmongers qu'aucune autre machine ne pouvait égaler, et les généraux génoforgés de l'empereur jubilaient ou supportaient de manière diverse les cris des masses organisées en dessous d'eux. Un par un, ils s'avancèrent pour saluer l'hoste rassemblé. Angron leva ses armes bien haut, exalté par le rugissement de toute cette armée. Lorgar Aurelian écarta les bras et exhorta ainsi les millions d'âmes loyales à crier plus haut et plus fort alors que l'arrivée de Sanguinius, qui fut accueillie par des cris plus forts, les dizaines de millions d'hommes et de femmes rassemblés en dessous de lui, hurlant leur vénération à la personnification de l'idéal de la Grande Croisade. L'ange tira son épée pour saluer les cohortes de l'humanité arrangées sur la plaine, puis étendit ses grandes ailes d'où une plume s'en détacha avant de descendre sur le vent en tournant lentement. Elle deviendrait une relique sacrée pour le régiment de l'armée impériale où elle tomba, et l'image d'une unique plume blanche garderait à jamais une place d'honneur parmi ses bannières de campagne. Puis, l'empereur s'avança, et toutes ses ovations, extasiées et tapageuses, s'éteignirent. Tous les yeux regardèrent la silhouette dorée au centre de la tribune. Ceux qui se trouvaient trop loin, à des kilomètres du bout de la procession, se tournèrent vers les moniteurs dressés autour d'eux, connectés au flux d'images des cerveau-crânes dérivants qui leur relayèrent le spectacle. L'empereur se tenait devant eux tous, en armure et en armes. Les hommes et les femmes avaient la tête levée vers lui, inconscients qu'ils pleuraient. Même les visages de bon nombre de guerriers Astartes auraient laissé voir des traînées de larmes sur leurs traits génétiquement altérés s'ils n'avaient été cachés derrière les grilles de leurs casques MK2 et 3. Puis, face aux milliers d'Astartes rassemblés, l'empereur avait annoncé son retrait des combats, proclamant à ses guerriers fidèles que l'heure était venue pour lui de confier à un autre le commandement de la Grande Croisade. Les Astartes s'étaient lamentés d'entendre que leur maître les quittait, mais aussi frappante que fût cette séparation, l'annonce suivante de l'empereur l'avait largement égalée. L'empereur avait ôté de sa tête les lauriers d'or qui avaient été sa parure la plus iconique, et en avait couronné le plus brillant de ses fils, Horus Lupercal, qui dirigerait à sa place comme commandant en chef de toutes les armées de l'Imperium et devenait le dépositaire de l'autorité de commandement sur tous les autres primarques et toutes les flottes expéditionnaires sous le titre de maître de guerre, un titre ancien, ressuscité de la poussière des temps antiques. Peu après l'investiture d'Horus, Ulanor, qui avait été refaçonné comme un monde trophée, fut désigné comme Mundus Tropeaum sur toutes les cartes galactiques et dans les livres de la dîme. Les sources de l'époque suggèrent qu'alors que les milliards de combattants cherchaient à quitter la planète suite à la glorieuse parade, des rancunes apparurent au sein de la fraternité des primarques. Angron aurait exprimé de la rage devant l'ascension d'Horus, alors que Perturabo et Kurz ne dissimulèrent guère leur jalousie en apprenant la nouvelle. D'autres, comme Mortarion ou le Khan, qui n'avaient aucune rancœur pour Horus, y virent un danger pour l'unité de la fraternité des primarques, car si l'empereur était un être face auquel aucun d'entre eux ne pouvait rivaliser, cela n'était pas le cas d'Horus, qui était l'un des leurs. De ce simple fait, l'obéissance ou le dénouement ne pouvait être que moindre que ceux exprimés envers le maître de l'humanité. Mais des primarques comme Sanguinius, Fulgrim, Dorn ou Lorgar acclamèrent l'ascension de leurs frères. On peut présumer qu'Horus ressentit ces divisions et les regards jaloux de ses frères dans son dos, et d'une certaine manière, ils nourriront son ressentiment que les dieux sombres exploiteront par la suite. Mais la première conséquence du triomphe d'Ulanor fut ni plus ni moins que la préparation d'un concile, décidé par l'empereur avant de rejoindre Terra,
devant réunir le conseil de guerre pour définitivement trancher la brûlante question des archivistes de bataille, sujet qui divisait les Primarques et l'Imperium depuis des années. La session en question eut lieu sur Nikea. Enfin, la chute de l'Empire des Orques du Lanor fut le point de départ du destin des Blood Angels et des White Scars durant l'hérésie. De nombreuses tribus de peau verte, éclatées et privées de chef après le coup de marteau reçu à Ulanor, avaient fui aux quatre coins de la galaxie. Beaucoup éluront domicile dans la ceinture de Keivas pour se tailler de nouveaux avant-postes sur les astéroïdes à la dérive, riches en minerais, panser leurs plaies et s'armer à nouveau pour frapper les systèmes impériaux proches et leurs colonies sœurs récemment assujetties. L'Alpha Légion les avait traqués jusqu'à leur tanière et demandera des renforts aux nouveaux maîtres de guerre afin de mener à bien cette campagne. Horus enverra les Blood Angels menés par Sanguinius. De là, ils connaîtront un périple qui les mèneront en enfer. D'autres peaux vertes partiront vers les mondes du système de Chondax, où le Khan fut dépêché avec sa légion dès la fin du triomphe pour traquer les restants de l'Empire détruit sur Ulanor, les dernières fractions des peaux vertes d'Urlak. Ici aussi, la foudre de l'hérésie frappera la 5e Légion, des combats et un voyage qui l'amènera jusqu'à l'affrontement final sur Terra. Ainsi, nous pouvons voir le triomphe du Lanor comme la fin de la Grande Croisade et le point de départ des destins de certains acteurs majeurs de la Grande Hérésie, que ce soit Horus, Magnus, Sanguinius, Jagatai et bien sûr l'Empereur.